plus, et elle est aujourd'hui de plus en plus ouverte vers Nîmes et Montpellier parce que là aussi les liaisons sont l'international se développe. À l'origine, c'était vraiment l'Europe, avec parfois des faux étrangers, notamment les expatriés de la Provence intérieure, hein, qui, vous savez, représentent des contingents non négligeables, allemands, anglais en particulier, du Béron, de l'autre. Donc, on avait pas mal d'étrangers, mais on savait qu'on avait dans les étrangers des habitants, en fait, aussi en particulier. Aujourd'hui, c'est en train de changer beaucoup, parce que Marseille, c'est beaucoup, on le voit dans nos statistiques, c'est beaucoup ouvert à l'international, américain et asiatique. Ça, c'est une nouveauté que moi j'ai vu arriver à Marseille depuis 3 ans. Avant, c'était vraiment à l'état tout à fait symbolique. Aujourd'hui, le non-européen représente chez nous à peu près 8% des visiteurs. Ça commence à devenir assez. Ça aussi, ça suppose d'autres types de modes d'accueil, de traduction et autres. Alors que jusqu'à présent, on était vraiment sur les langues européennes classiques. Voilà un peu, en gros, l'état des lieux, puisque c'était ce que vous m'avez convenu de faire. Le dialogue ouvert, si je puis me permettre. La première question est toujours la plus difficile. Mais si vous n'avez pas de questions, c'est comme ça. Apparemment, vous n'étiez pas à Marseille il y a des origines. Non, j'ai beaucoup de défauts. Bien accueilli. Ils n'ont pas eu des défauts, ils ont accueilli les gens à Marseille. Comment dire? Une famille marseillaise. Moi, je suis arrivé à Marseille avec une condition assez particulière, donc je n'ai même pas eu le temps de me poser la question si j'étais bien accueilli ou mal. Je suis arrivé quand Bernard Latarjet a démissionné après avoir été pas très bien accueilli. Enfin, plus exactement bien accueilli et ensuite violemment bisuté. Et donc je suis arrivé, j'ai pas eu le temps de me poser la question s'il m'aimait ou pas. Je ne sais toujours pas, d'ailleurs, peu importe. Bon, voilà, ça s'est passé. Mais parce que je suis arrivé dans une condition très particulière. Mais j'arrivais pas de Paris, j'avais cette qualité de ne pas être parisien. Je suis parisien d'origine, mais je venais de passer 5 ans à la direction du musée d'art contemporain de Lisbonne. Quand on me disait que vous êtes parisien, je disais non, je l'ai aidé, personne n'est parfait, mais ça faisait déjà un petit moment que j'avais eu un sas, si vous voulez, d'adaptation. Et donc c'était. Enfin, en tout cas, j'avais la réponse toute trouvée. Bon. Non, après, Marseille, tout le monde en connaît les qualités et les défauts. C'est une ville compliquée, c'est une ville dans laquelle le pouvoir municipal pose des problèmes que la presse étale aujourd'hui au grand jour. Ça rejaillit bien sûr sur notre quotidien. Lucerne, c'est une ville dans laquelle la vie culturelle est forte, mais faiblement structurée. D'ailleurs, c'était aussi la chance de Lucerne, c'est-à-dire qu'on a cristallisé en quelque sorte sur certains secteurs de la vie culturelle des choses qui avaient du mal à se structurer, parce que c'est une ville dans laquelle il y a une diversité associative extrêmement importante, et c'est sa richesse. Hein, mais elle est atypique. Par exemple, notre cher ministère de la Culture, je regarde Patrice Barré, notre cher ministère de la Culture a toujours eu du mal à comprendre Marseille. C'est parce que vous n'avez pas la structuration que vous avez dans une grande métropole. C'est-à-dire, à Rennes, le ministère de la Culture comprend, à peu près. Il pense comprendre, disons. À Marseille, pas tout à fait pareil. Donc, et ça, pour la capitale européenne de la culture, ça a été un des grands problèmes, un des grands défis, et une des grandes chances. Vous aviez les ennuis et les avantages de ce dispositif, c'est-à-dire tout le monde voulait en être, donc ça c'était intéressant et compliqué. Il n'y avait pas de structuration préalable de la vie culturelle. Et il y a toujours aujourd'hui pas vraiment de structuration de la vie culturelle que vous trouvez dans certaines métropoles, c'est-à-dire avec disons, une pyramide institutionnelle, la grande scène nationale qui donne le là, en spectacle vivant, enfin des choses comme ça. Ça, vous n'avez absolument pas ça à Marseille. Il y a une toute petite scène nationale.
un CDN de taille moyenne, et puis après des tas de choses atypiques, l'Afrique Javel de mai, enfin, des tas de choses qui sont pour rester sur le spectacle. Et en art visuel, c'est exactement pareil. Et c'est vrai que la presse comprend mal Marseille, les institutionnels comprennent mal Marseille. Je n'ai pas la prétention de le connaître, parce que chaque fois qu'on ouvre un tiroir à Marseille, il y en a encore 3 derrière. Mais j'ai cessé de faire un constat sur Marseille depuis quelques années. J'ai compris les limites de l'exercice et que c'est quelque chose qui me kiffe, avec lequel il faut vivre. Et d'ailleurs, ça c'est une des logiques aussi que j'ai toujours développées au MUCEM, c'est d'être extrêmement accueillant et ouvert au partenariat avec notamment les institutions du spectacle vivant, le Festival de Marseille qui a fait du MUCEM un de ses QG depuis quelques années, Actoral, qui est un grand et bon festival sur les écritures contemporaines qui a une reconnaissance maintenant internationale, même des plus petits festivals comme le Festival Parallèle, le FID, le Festival de cinéma, qui est quand même une chose tout à fait importante qui a lieu à Marseille, a lieu au MUCEM. Enfin, on a volontairement, parce que ça c'est aussi une des particularités du MUCEM, on parle toujours expo, visiteurs et autres. L'année dernière, nous avons fait plus de 40 000 spectateurs. C'est considérable, 40 000 spectateurs, tout confondu, débat, conférences, cinéma, spectacle, 40 000 spectateurs. Donc c'est unique hein, en France d'avoir un musée qui a la taille finalement d'un nombre de spectateurs d'une petite scène nationale. Enfin, je trouve que c'est à peu près 40 000 je n'ai plus les statistiques en tête, ça devient déjà... et ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup développé, et aussi qu'on a beaucoup développé aussi parce que le milieu culturel, le tissu culturel, le milieu, j'aime pas le mot milieu, mais plutôt le tissu culturel, en avait besoin. Oui, ça a rempli un manque. Ça remplit un lieu dans lequel, alors on n'est pas un lieu de spectacle stricto sensu parce qu'on a un auditorium, mais on a une magnifique scène de plein air d'été sur le Fort Saint-Jean, c'est-à-dire on peut accueillir plus de 1000, enfin vous y êtes cordialement invités si vous ne l'avez jamais fait, mais qui est unique, enfin, en plus sécurisé, plus de 1000 spectateurs assis dans de bonnes conditions de visibilité. Enfin, il n'y a pas énormément de... C'est notre carrière du boulebon, hein, quand on a tous la nostalgie. Enfin, c'est vraiment un lieu l'été quand il fait beau, c'est vraiment... même si le spectacle n'est pas à la hauteur de nos attentes, ça va. Mais on a effectivement essayé de développer ces partenariats-là parce que mais ça s'est fait tout naturellement aussi. Parce que justement, il y avait certainement un besoin de lieux atypiques qui n'existaient pas complètement à Marseille. Oui. Comment est perçu le MUCEM sur le pourtour de la Méditerranée? Oh, c'est difficile à dire. La notoriété nationale a cru vite, la notoriété internationale a cru moins vite. Ce qui est normal. Hein, donc, bon, je dirais qu'il y a, je séparerais deux catégories qui sont vraiment très différentes. Il y a le tropisme français Maghreb. Les 3 tropismes français Maghreb, parce que les trois pays ont évidemment, et en ce moment encore moins qu'avant, rien à voir en termes de rapport à la France, de politique culturelle. Donc on a développé des partenariats vraiment faciles, avec dans des tas de sujets, y compris de formation, d'ingénierie, avec la Tunisie et le Maroc. Différents, parce que les deux pays n'ont absolument pas les mêmes besoins. Et le Maroc a fait une révolution de ses musées, dont là aussi la presse française devrait parler, parce qu'elle est tout à fait spectaculaire. C'est qu'ils ont réouvert 6 musées en l'espace de 3 ans. Et vraiment des musées puissants à Rabat, à Marrakech, à Tanger. L'État marocain a investi vraiment la politique muséale, alors qu'ils avaient hérité d'un parc de musées post-colonial qui vivotait. Sous la pression d'ailleurs de musées privés, Marrakech, si vous voulez, il y a le musée Yves Saint Laurent qui a été beaucoup montré,
là-dessus, mais vous avez des fondations privées, vous avez vraiment il y a un boom marocain des musées. Le Maroc, en plus, c'est un pays qui a de l'argent, avec avec des investisseurs puissants, un État impossible à comprendre pour un nom marocain, mais disons qui se structure autour de la Maison Royale, qui a créé d'ailleurs un outil muséal, la Fondation nationale des musées, qui lui est directement rattaché. Ça ne passe même pas par le ministère de la Culture. C'était vraiment une priorité nationale. En Tunisie, si vous voulez, la Tunisie, elle travaille en politique culturelle sans grands moyens, j'allais dire très proche de la manière dont les Français travaillent. Donc on a très facile de travailler avec les Tunisiens, parce que là, en plus il y a eu des échanges constants. C'est probablement le pays de la Méditerranée qui a les meilleurs professionnels et les plus grosses difficultés financières. Donc pour la Tunisie, on a une grande importance, c'est-à-dire qu'il faut travailler. Quand on a fait le Lieu-Saint partagé au Bardo, il a fallu qu'on trouve l'argent en France pour faire l'expo aussi. Et on est en train d'en préparer une pour sur Carthage en 2022, parce que c'est 2021, ça sera le bicentenaire Flaubert, et donc on prépare une expo sur Salammbô qui aura lieu à Rouen, à Marseille et à Tunis. Et on est en train de chercher l'argent pour aller la faire à Tunis. Mais en même temps, au commissariat, ça sera un commissariat franco-tunisien avec des gens hyper compétents. La question n'est pas là. Mais il y a un vrai problème. Il y a un nouveau ministre de la Culture qui a été nommé hier, on va voir ce que ça donne. Jusqu'à présent, le ministère de la Culture tunisien avait vraiment à la fois des difficultés structurelles, mais aussi une difficulté à se faire entendre dans un pays qui a quand même de sérieux problèmes financiers. Bon, après, dans le reste dans la Méditerranée du Nord, le MUSEM était regardé un peu de travers, sur le genre arrogance française, prétention à parler de la Méditerranée, on passe les détails, toujours agréable à entendre, mais c'est comme ça. Et donc, je dirais, on a remonté le courant beaucoup avec l'Espagne, sur lequel on a vraiment fait des gros projets, on a pas mal en préparation. Et on a beaucoup plus de difficultés à travailler avec les pays italiens. Et nous, les deux tropismes auxquels on est en train de développer les choses aujourd'hui, c'est les Balkans, parce qu'il y a une vraie demande de Méditerranée dans les Balkans. On ignore souvent d'ailleurs en dehors des Balkans, c'est-à-dire qu'en fait l'Albanie, la Croatie sont des pays qui se sentent viscéralement méditerranéens, ce qui n'est pas forcément le cas des Italiens. Ça, c'est très particulier, c'est que la Méditerranée, on a chacun notre Méditerranée, et le concept de Méditerranée n'est pas un concept italien, c'est vraiment, alors que c'est un concept catalan, que vous trouvez beaucoup dans les Balkans, donc on travaille beaucoup, et on a des relations très fraternelles. En ce moment, on est un peu au point mort, enfin pas tout à fait au point mort avec certains musées en raison de la crise sociale de ce pays avec le Liban. Parce que le Liban, on a fait énormément de projets, on a un gros projet d'exposition, qui va avoir lieu d'ailleurs l'été prochain, sur les musiques arabes, sur la musique arabe classique, qui est fait avec une fondation libanaise. On travaille beaucoup avec le musée Sursock, qui est un des plus dynamiques de Beyrouth. En ce moment, depuis quelques mois, bien avant l'arrivée d'un spécialiste d'automobile, il y avait quand même la crise sociale au Liban était compliquée, donc les cas libanais compliqués en général, mais il y a énormément d'initiatives individuelles au Liban, donc on a travaillé avec énormément de gens, des fondations, mais aussi avec le musée national, qui est le musée Sursock, le musée national qui est un musée d'archéologie avec une directrice qui se débrouille, je ne sais pas comment, à développer son musée dans de meilleures conditions. Bon, il y a du tourisme, malgré tout, c'est ça le paradoxe du Liban, c'est qu'on parle beaucoup du Hezbollah et de la guerre civile, mais il y a une vie, et puis il y a, vous savez, une importante diaspora internationale qui soutient culturellement les institutions libanaises. Après, dans les autres pays, avec l'Égypte, c'est une complexité sans nom. On a une
trouve l'année prochaine, on a fait pratiquement centrer l'Égyptien. Les Grecs, ils sont en train d'essayer de réinventer une politique culturelle, non sans mal, parce que le ministère de la Culture était passé pour perte et profit par le FMI, la Banque Centrale Européenne. Pour vous donner l'ordre de grandeur, vous savez, je ne sais pas si vous connaissez le budget du ministère grec de la Culture. Je ne sais pas si vous avez l'idée. 25 millions d'euros. C'est-à-dire, je pense, la moitié du budget culturel de la ville d'Avignon. On est vraiment tombé au... Et d'ailleurs, il y avait eu nous, on a beaucoup travaillé avec la fondation Niarchos, qui est une fondation privée. La fondation Niarchos a construit à Athènes une salle de spectacle, une bibliothèque, avec l'objectif de la donner à l'État grec. Et l'État grec a refusé la donation, parce qu'ils n'avaient pas de quoi l'ouvrir, tout simplement. Alors, c'est en train de changer, pas mal. Ça avait changé dans les derniers mois du gouvernement Tsipras. Là, il y a un nouveau ministre qui a l'air parce que vous savez que c'est une alternance politique, c'est la droite grecque qui a repris la majorité au Parlement. Il y a un nouveau ministre qui a l'air de vouloir réactiver la politique culturelle. Après, il y a beaucoup d'initiatives, de fondations. Niarchos, pratiquement, la fondation Niarchos pratiquement a doublé le ministère de la Culture ces dernières années. La fondation Onassis a aussi beaucoup travaillé. Le festival d'Athènes Épidore continue de fonctionner entièrement sur fonds privés. C'est un pays paradoxal. Notre interlocuteur le plus fiable, c'est un musée privé qui s'appelle le musée Benaki, qui a ouvert un deuxième bâtiment, tout simplement. Donc c'est très complexe. La Méditerranée, pour répondre à votre question, c'est vraiment je pourrais en parler des heures, c'est vraiment et là-dedans, bon, nous, j'allais dire, on a une réputation meilleure qu'avant, c'est sûr. Donc on est souvent sollicité, on est en train de préparer une expo pour la Crète, par exemple. Une expo clé en main que la Crète nous a demandé pour réouvrir. Et par exemple, ça c'est aussi une anecdote incroyable, c'est que la Crète, c'est une région autonome, c'est un peu comme la Sicile en Italie, ou la Corse en France, mais c'est encore plus autonome, et qu'ils ont vraiment leur propre budget, c'est-à-dire qu'en fait, ils dépendent pratiquement plus d'Athènes, ils sont ce n'est pour la politique internationale et pour la police, mais sur la partie culturelle, ils sont totalement autonomes. Et la Crète a créé un musée de toutes pièces à la Canée, à Chania, qui vont ouvrir l'année prochaine. Ils nous ont demandé de concevoir l'expo inaugurale. C'est pas une question de moyens. C'est-à-dire qu'ils ont les moyens. Méditerranée, ça a toujours été compliqué, mais ça s'est pas simplifié. Et en politique culturelle, on ne peut pas parler de Méditerranée. En fait, il faut travailler pays par pays de manière attentive. Des pays qu'on connaît bien sûr beaucoup moins bien que d'autres. Et puis il y a des allers-retours, il y a des alternances politiques, il y a souvent un jeu public-privé différent évidemment du jeu français. On peut en parler